Bienvenue au Collège de France pour ce colloque. Einstein au Collège de France. Alors, ce colloque a lieu dans le cadre de ce programme de recherche intitulé « Passage des disciplines, une histoire globale du Collège de France 19e, 20e siècle ». Bon, c'est un programme de recherche que nous avons lancé il y a quelques années avec Céline Surprenant, afin de s'intéresser à l'histoire des disciplines, l'histoire des matières enseignées dans cette maison, mais à travers l'observatoire de cette maison à l'Université de Paris, en France et dans le monde. Et nous avons aujourd'hui publié, je crois, plus de 700 rapports de présentation de chaires au Collège de France qui sont numérisés, accessibles sur le site du Collège de France, chaires qui ont été approuvées ou qui n'ont pas été approuvées, et c'est ainsi qu'on peut, me semble-t-il, constituer l'histoire de l'évolution des disciplines et introduire ce que nous appelons le collège virtuel, le collège de ceux qui n'ont pas été élus et qui représentent finalement un nombre plus important que ceux qui ont été élus dans cette maison. Alors, c'est le troisième colloque que nous organisons ici sur le sujet des nouveaux discours, des nouvelles scientificités, aujourd'hui la nouvelle physique, ce qui permet d'examiner comment une nouvelle discipline a été accueillie, bien ou mal, par cette maison et par l'université en général. Nous avons eu l'an dernier un colloque sur Darwin au Collège de France et il y a 2 ans sur Freud au Collège de France. Et l'année prochaine, nous aurons un colloque sur Durkheim. Je crois que ça représente bien 4 nouvelles discursivités, nouveaux modèles et l'accueil qu'on a pu leur réserver. Alors cette année, le colloque est organisé donc, par moi-même, Antoine Compagnon, et par mes collègues scientifiques physiciens, Jean Dalibard et Jean-François Joanny, dont je peux ajouter qu'il sera bientôt au Collège de France, puisque le président de la République vient de signer le décret qui l'y nomme. Donc nous organisons cela tous les 3, et je voudrais faire une très brève présentation de ce thème, Einstein au Collège de France, et au-delà, donc dans l'université, à Paris, en France et dans le monde. Vous avez là la cour du Collège de France, que vous reconnaissez bien, et le grand succès qu'a obtenu la première conférence d'Einstein au Collège de France, le 31 mars 1922. Voilà la date de cette photographie. Et vous voyez qu'il y avait une grande affluence pour écouter Einstein. Et vous reconnaissez à droite Paul Painlevé, qui est l'un des initiateurs de cette invitation. Paul Painlevé, qui est le scientifique que l'on connaît, mais qui a aussi été président du Conseil en 1917, et qui est député de l'arrondissement. C'est le député du 5e pendant toute cette période. Alors, l'homme qui est à gauche, on le voit dans beaucoup de photos, le moustachu là, on le voit dans beaucoup de photos de la visite d'Einstein en 1922. Je ne l'ai pas encore identifié, et cela pourrait être Charles Nordman, puisque Charles Nordman est très présent dans cette visite à toutes les étapes, avec Langevin, puisque c'est Langevin l'initiateur. Je n'ai pas encore trouvé de photo de Charles Nordman. Si vous pouvez identifier ce personnage, je vous en serai reconnaissant. Donc, grand succès de cette conférence. Et je voudrais vite vous faire parcourir les archives du Collège de France, ce qui concerne Einstein. La première mention qui figure de son nom, c'est à l'Assemblée du 10 décembre 1911, et il s'agit d'une invitation aux conférences Missionis. C'est une fondation qui a été créée au Collège de France en 1903 et qui sert à inviter des professeurs étrangers. Et depuis 1905, on invite régulièrement des professeurs étrangers, notamment il faudrait qu'une fois sur 3, au moins, ce soit un philosophe ou un historien des sciences religieuses, selon les termes de la fondation. Et ce n'est pas indifférent dans la sélection d'Einstein qui aura lieu un peu plus tard.
Alors vous le voyez, Langevin qui est donc professeur de physique générale expérimentale depuis 1909 au Collège de France, propose, c'est la première figuration du nom, propose d'ajouter M. Lorentz, il manque le T, de Leyde, et M. Einstein de Prague. M. Hadamard propose en outre M. Fredholm de Stockholm. Et c'est Lorentz qui sera invité à faire ces conférences. Et je crois qu'on peut noter que cette assemblée du 10 décembre 1911, eh bien, c'est celle qui suit exactement le premier congrès Solvay. Et c'est une retombée directe du congrès qui a eu lieu à Bruxelles à la fin d'octobre et au début de novembre, sous la présidence de Hendrik Lorentz, qui est invité à ce moment-là par Langevin. Voici le rapport de ce congrès Solvay, avec le rapport, les deux dernières contributions, c'est le rapport de M. Langevin et le rapport de M. Einstein, dans ce volume que nous possédons, enfin, qui est l'un des beaux volumes, l'un des trésors des archives du Collège de France. Et c'est là que Einstein et Langevin se sont connus, donc un mois avant. Ils sont dans cette photo célèbre du congrès Solvay, ils sont les plus jeunes à droite. Vous avez là Langevin, Einstein, Poincaré, Marie Curie, Jean Perrin, qui seront à l'initiative de cette visite de Einstein, et vous avez encore Brillouin, professeur au Collège de France ici, et Max Planck au-dessus. Voici Lorentz et Solvay. Donc c'est une retombée directe de ce congrès du mois précédent. Ce n'est donc pas Einstein qui est invité, mais Langevin revient à l'attaque à l'Assemblée du 16 novembre 1913, et là on a un très long rapport de Langevin pour présenter les travaux d'Einstein. Je vous invite à le lire. Il dit qu'il est... Et voilà, c'est la liaison avec la philosophie. Pense que si l'Assemblée désire chercher du côté scientifique une série de conférences répondant aux vœux du fondateur, qu'au moins une fois sur trois soient traitées des questions touchant à la philosophie, nul choix ne peut être meilleur que celui de M. Einstein, qui est maintenant à Zurich et non plus à Prague. Donc sont plus directement liés à la philosophie que les travaux d'Einstein. Ce dernier savant, quoique très jeune, il a une petite trentaine d'années, a depuis 8 ans introduit en physique dans des directions très diverses des idées extraordinairement fécondes. Ses premiers travaux sont relatifs à la théorie du mouvement brownien. Et puis ensuite, ce rapport se poursuit assez longtemps. Dans une toute autre direction, M. Einstein a développé comme conséquence du résultat négatif de toutes les expériences tentées pour mettre en évidence le mouvement de translation de la Terre à travers le milieu qui transmet les actions électromagnétiques et la lumière, l'application à la physique du principe général de relativité. Il en est ressorti un bouleversement complet. C'est donc un rapport assez approfondi de Langevin que nous avons là. Et puis enfin, troisième voie, celle des quantas. M. Einstein a pu prévoir que la chaleur spécifique des corps doit diminuer. Le sujet du premier congrès Solvay était la théorie du rayonnement et les quantas. C'est donc bien dans cette retombée que l'on est. Enfin, M. Einstein s'occupe actuellement du problème de la gravitation, au sujet duquel aucun progrès n'a été réalisé depuis Newton. Pour la première fois, nous pouvons espérer, par une généralisation du principe de relativité, relier la gravitation à la grande synthèse qui comprend déjà les phénomènes de l'électromagnétisme et de l'optique. À la suite de ces observations, l'Assemblée décide de proposer à M. Einstein de faire au Collège de France les conférences Michenis en 1914. Einstein accepte, voici sa lettre d'acceptation dans les archives du Collège, et il propose de parler du problème de la gravitation, c'est ce qui est souligné, du point de vue de la théorie de la relativité. Mais cette lettre est datée du 19 janvier 1914, l'invitation n'aura pas lieu
en raison de la guerre. Et c'est pourquoi Langevin revient à l'attaque après la guerre, à l'Assemblée du 12 février 1922, et c'est toujours pour la conférence Michenis. M. Langevin, appuyé par M. Hadamard, rappelle que M. Einstein avait été désigné en 1914. Sa désignation ne peut soulever actuellement aucune objection. Et Einstein est élu, 34 suffrages, il a la majorité de 18 voix, et il est invité à faire en 1922 ses conférences Michenis. Einstein refuse d'abord, et il écrit à Langevin en lui expliquant que durant cette période de temps, c'est la traduction de Langevin adressée à l'administrateur, Maurice Croiset, durant cette période de tension politique est liée au retour de Raymond Poincaré au pouvoir en janvier 1922 et à l'application du traité de Versailles. Les relations franco-allemandes sont très tendues en raison du retard des paiements. Et Einstein dit « Ma visite à Paris aurait plus d'inconvénients que d'avantages. Le grand public et la politique se sont emparés depuis déjà longtemps de mes théories et de ma personne et ont cherché à les utiliser pour leurs fins. Beaucoup de gens chercheraient à commenter chaque mot un peu libre devant les lecteurs de la presse quotidienne. Je suis très peiné, mon cher Langevin, de ne pouvoir vous donner en ce moment une réponse plus favorable. » Et puis, il y a un changement d'avis très rapide. Le Collège de France consulte le président du Conseil, qui n'est autre que Raymond Poincaré, cousin d'Henri Poincaré. Et Raymond Poincaré dit que le gouvernement ne voit pas d'objection à ce que M. Einstein vienne faire quelques conférences au Collège de France, pourvu bien entendu que ces conférences conservent un caractère tout à fait scientifique et qu'elles aient lieu devant un public de mathématiciens, de physiciens et de philosophes personnellement invités. Autrement dit, ces conférences ne sont pas ouvertes au public selon l'usage du Collège de France. Il est en effet nécessaire de prendre, comme vous l'avez compris, toute précaution pour éviter des manifestations. Beaucoup de gens ignorant que M. Einstein est de nationalité suisse, et si des démonstrations se produisaient dans quelque sens que ce soit, elles seraient évidemment très regrettables. Lettre donc d'Einstein du 18 mars qui accepte cette fois de venir. Donc c'est un changement de programme très rapide, et le voici avec Langevin dans les circonstances de cette invitation. Il arrive à Paris, et donc ça se fait très vite, puisqu'il arrive à Paris à la fin de mars, alors que cette lettre est du 18 mars. Il arrive à Paris, il est accueilli par Langevin et l'astronome Charles Nordman à la frontière belge. Il évite la publicité, les journalistes qui l'attendent, en descendant à contre-voie et en prenant le métro. Et la première conférence a lieu. Il se trouve qu'il y a une assemblée du Collège de France le dimanche 2 avril 1922, donc après la première conférence et avant les 3 suivantes. Et voici ce qu'on peut lire. Suivant la décision prise dans sa dernière séance par l'Assemblée, M. Langevin s'est mis officieusement en rapport avec M. Einstein pour lui demander de faire en 1922 les conférences de la Fondation Michenis. Dans une première lettre, M. Einstein, après avoir remercié les professeurs de cette flatteuse désignation, avait cependant manifesté quelque hésitation, mais par une seconde lettre, il s'est déclaré prêt à accepter. Il a donné son acceptation définitive en réponse à l'invitation officielle qui lui a été adressée par l'administrateur. La première de ces conférences a eu lieu vendredi dernier devant un public nombreux dans les meilleures conditions. Les autres conférences auront lieu le lundi 3, le mercredi 5 et le vendredi 7 avril dans l'amphithéâtre de physique, alors que la première a lieu dans la salle 8, qui était la plus grande salle du collège. Voici Einstein arrivant au Collège de France. Et on voit dans le fond la rue Lano, c'est devant l'entrée du collège, avant la construction du bâtiment de physique. La presse en rend compte abondamment. Bon, je passe vite. Article du Figaro qui n'est pas encore opposé, pas encore le Figaro qui deviendra très à droite quelques mois plus tard.
Vous voyez, on en rencontre abondamment dans l'action française, avec une touche d'antisémitisme. Pour la première conférence du savant austro-judéo-germano-helvète Einstein, et cette caricature de Sénèpe également dans l'action française. Et voici le compte-rendu dans l'action française de la discussion qui a eu lieu à la Société française de philosophie le 6 avril. Et là aussi, on a une remarque antisémite. On parlait successivement M. Hadamard, Brunswick, Lévy, Meyerson. C'est Einstein et ses cornacs à Jérusalem. Autre activité d'Einstein, ce déjeuner chez Anna de Noailles, le dimanche 2 avril. Vous avez Anna de Noailles, Einstein, Langevin, Pinlevé et un autre personnage important de ces visites, Émile Borel, qui participe à toutes ces réunions. Les mêmes, le même jour. Bon, il y a pas mal de photos de ce séjour d'Einstein de 1922, un déjeuner à la Maison des Polytechniciens, sa visite aux zones dévastées par la guerre, ses soirées au Bataclan, tout cela est rapporté avec détail dans la presse. Einstein revient en 1929 et il reçoit un doctorat honoris causa. Cette fois-ci, il est aussi reçu à l'Académie des sciences. Et puis, il faut évoquer, bien sûr, ce qui a lieu en 1933. Voici ce qu'on trouve dans les procès-verbaux de l'Assemblée du Collège, assemblée du 18 juin 1933, l'offre d'une chaire au Collège de France à Einstein par le gouvernement. Le président, maintenant c'est Bédier, ce n'est plus Croiset, expose en quelles circonstances le gouvernement a pris l'initiative de demander au Parlement la création au Collège d'une chaire de physique mathématique destinée à M. Albert Einstein. Les raisons d'ordre politique exigeaient que le projet de loi tendant à cette création fût déposé sans délai sur le bureau de la Chambre des députés, ce qui eut lieu à la séance du 12 avril, donc pendant les congés de Pâques. C'est pourquoi l'Assemblée des professeurs n'a pas été consultée sur cette création de chaire. Bon, parfois c'est arrivé dans l'histoire du collège. De ce fait, M. le ministre de l'Éducation nationale fut obligé de renoncer à l'intention qui avait été d'abord la sienne de consulter officieusement l'Assemblée des professeurs. Il a du moins tenu à recueillir l'avis de l'administrateur qui était présent à l'Assemblée nationale le jour du vote de ce texte. Le Parlement a adopté le projet. La chaire nouvelle a été instituée par l'article 27 de la loi de finances du 31 mai 1933. L'Assemblée des professeurs décide que des extraits du compte-rendu des séances des deux chambres relatifs à cette affaire seront annexés au présent procès-verbal dès que l'administrateur aura reçu l'acte de nomination de M. Albert Einstein. Il aura soin d'adresser à celui-ci, au nom de l'Assemblée, un message de vive sympathie. Bon, il y a une correspondance d'Einstein avec le collège. Il envisage de venir en 1934, mais il ne le fera pas, et il restera à l'Institute of Advanced Study de Princeton, où il séjournait déjà, où il était déjà prévu qu'il séjourne pour cette année. Alors à ce moment-là, en 1933, on est dans un autre climat politique, et les protestations existent. Voici Le Figaro et l'Action française. L'Action française, à droite, c'est l'article de Léon Daudet, Einstein recueilli chez François Ier. Voici donc ce brave Einstein, le Newton moderne, assure M. de Monzy, qui est ministre de l'Éducation nationale, qui s'y connaît, recueilli au Collège de France. Voilà, tout ça provoque des protestations en 1933. Le communisme au Collège de France. Article du Figaro, qui est alors la propriété de François Coty, le parfumeur. C'est un éditorial de François Coty en date du 18 mai 1933. Et le professeur Einstein, ayant quitté l'Allemagne, est aussitôt pourvu par M. de Monzy d'une chaire au Collège de France en qualité de savant, etc., en qualité d'israélite persécuté. Et il y a toute une campagne du Figaro contre ce bolchevique d'Einstein qui suit dans ces mois.
Alors je terminerai en vous faisant écouter brièvement quelques témoignages. Le premier, c'est celui d'Émile Borel, que je citais tout à l'heure, qui est interrogé à la radio en 1950. Je suis le seul survivant d'un petit groupe qui comprenait Pampinouvé, Pont Langevin et Jean Perrin et qui prit la responsabilité de l'invitation d'Einstein par le Collège de France et de son séjour à Paris. Or, le séjour d'Einstein à Paris a été un événement du point de vue scientifique. Non seulement du point de vue scientifique, mais du point de vue politique. Vous savez qu'Einstein, né le 14 mars 1879 à Ulm dans le Württemberg, élevé jusqu'à l'âge de 15 ans à Munich, puis en Italie et en Suisse, avait été naturalisé citoyen suisse en 1901. En 1913, il accepte une chaire à l'université de Berlin où il devait enseigner jusqu'en 1932. J'aperçois assez mal l'incidence politique de son voyage à Paris. Si, ce voyage choquait certains nationalistes français qui regardaient comme allemand ce juif né en Allemagne et professeur à Berlin, et ne scandalisait pas moins les nationalistes allemands qui pensaient que ces citoyens suisses, du moment qu'ils avaient accepté une chaire à Berlin, n'auraient pas dû rendre visite aux responsables du traité de Versailles. Les passions politiques jouaient également un rôle dans l'appréciation des théories scientifiques d'Einstein, et bien des physiciens refusaient de les admettre parce que la personnalité d'Einstein leur était antipathique. Et pourtant, le succès de ces conférences, tant au Collège de France qu'à la Société française de philosophie, a été considérable. Ce fut alors en effet que bien des yeux se décidèrent. Peu d'années après, Einstein fut nommé docteur honoris causa de l'Université de Paris, ce qui donna lieu à une manifestation grandiose dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, puis associé étranger de l'Académie des sciences, le seul savant qui a reçu ce grand honneur sans avoir été d'abord correspondant de l'Académie. Quand Einstein rentra en Allemagne, après avoir visité les régions dévastées par la guerre, il fut assez mal accueilli par ses collègues de l'Académie des sciences de Berlin. Lorsqu'il a parlé au Collège de France, dans quelle langue a-t-il prononcé ses conférences? Einstein fit ses conférences en français. Il parlait notre langue couramment, et avec confiance, mais avec une certaine lenteur et un léger accent étranger. Il évitait le plus possible les termes techniques et ne craignait pas d'user de métaphores. Son discours prenait ainsi un charme et un attrait tout particulier, dû sans doute à un mélange de rêverie et de mystère. Aussi séduisit-il bien des auditeurs cultivés qui ignoraient les formules mathématiques, mais auxquels il donnait l'impression d'un esprit vraiment supérieur. Voici le témoignage alors, qui date de 1949 d'un hommage de la radio pour les 70 ans d'Einstein de Frédéric Joliot. Excusez-moi. Einstein, grand savant, prix Nobel de physique depuis 1921 pour sa découverte de la loi du phénomène photoélectrique, est aussi un homme et des plus fins. Nous avons demandé au plus grand physicien de notre pays, lui-même prix Nobel pour sa découverte de la libération de l'énergie atomique, M. Frédéric Joliot-Curie, de nous parler d'Albert Einstein, qu'il connaît bien personnellement. D'autres plus qualifiés que moi ont déjà montré comment les vieilles notions de simultanéité, de durée, de vitesse et de temps ont été élargies par Einstein très au-delà du domaine où elles s'étaient formées dans notre expérience familière. Je ne puis insister sur la beauté et l'harmonie du système d'explication proposé par Einstein, explications qui ont provoqué à leur parution, il y a 25 ans, tant de discussions passionnées. Combien fut féconde la participation à celle-ci d'un grand ami d'Einstein, Paul Langevin, notre maître Grété. Tout en contribuant au développement de la théorie de la relativité, il réussit, tâche très difficile, à convaincre les détracteurs les plus acharnés. Par l'œuvre prodigieuse qu'il a accomplie et qu'il poursuit encore, Einstein se place dans la lignée des Galilée et des Newton dont il a logiquement continué l'effort. Et voici Francis Perrin, donc autre professeur au Collège de France, dans la même émission d'hommage à Einstein en 1940. Comme je vous ai dit. Et sur quoi votre conversation s'est-elle déroulée à ce moment-là? C'était en pleine guerre, et l'Amérique venait même d'entrer en guerre, même pas un mois après Pearl Harbor. Et nous avons naturellement parlé de la situation mondiale. Ce qui était très intéressant, c'était de voir cet homme si profondément pacifiste qui a toujours lutté passionnément pour l'établissement de la paix dans le monde, convaincu que dans certaines circonstances, et dans celles qui se présentaient alors, il fallait combattre. On ne pouvait pas laisser le national-socialisme
triompher même un moment, que c'était une menace trop grave pour l'humanité. Et enfin, on pourrait évoquer bien d'autres professeurs du Collège de France et leur relation avec les travaux d'Einstein, hein, Bergson, Valéry, mais ils seront mentionnés par la suite. Voici ce que disait... Une légende. Qu'est-ce qui vous paraît expliquer le prestige de Einstein sur le public? Je ne parle pas chez les mathématiciens, sur le grand public. Oui, sur le grand public, n'est-ce pas? Eh bien, c'est un mythe assez ambigu qui est fait de deux éléments. Il y a d'une part l'idée d'une sorte de cerveau génial, mais tout de même mécanique, n'est-ce pas, fonctionnant comme une sorte de machine. Et alors, d'autre part, comme élément, ce cerveau génial produit un savoir qui peut être entièrement contenu dans une sorte de formule mystérieuse, exactement comme du temps des anciens hermétistes. Oui, c'est-à-dire la réduction de tous les problèmes, de toutes les inquiétudes et toutes les difficultés du monde à une petite formule mathématique. C'est ça, comme si quelques lettres bien trouvées suffisaient à ouvrir était la clé qui ouvrait l'univers. La clé qui ouvrait l'univers. Alors, vous voyez, beaucoup donc, de ces professeurs du Collège de France ont été marqués par ces travaux. Vous avez un programme qui, avec la présentation de tous les intervenants, afin que nous puissions aller un peu plus vite. Et je cède la parole à mon collègue Jean Dalibard qui va présider la première session de ce colloque. Merci.